Ces derniers jours, l'Ukraine connaît une nouvelle salve d'attaques meurtrières et Gaza est toujours sous les bombes. Dans le même temps, les méga-feux ont ravagé la Grèce cet été et l'Arctique a connu le mois d'août le plus chaud de l'histoire. L'humanité vit aujourd'hui un moment historique où les deux désastres qui la menacent se superposent, l'intensification des conflits et les catastrophes climatiques. Notre invité, le philosophe Dominique Bourg, retrace la construction de ces deux mots, à la fois le réchauffement climatique et la guerre, pour comprendre comment nous sommes arrivés à la forme la plus radicale du mal, la destruction de notre propre planète. Bonjour Dominique Bourg. Bonsoir. Bonsoir, vous avez raison et bienvenue justement dans Question du soir. Et vous faites paraître, Dominique Bourg, ces jours-ci, un ouvrage intitulé Dévastation, la question du mal. Aujourd'hui, un ouvrage qui a paru aux presses universitaires de France. Et quand on vous lit, je veux d'ailleurs en lire un extrait, ce monde, le nôtre, est désormais voué à la corruption généralisée et éternelle dont rêvait le marquis de Sade, mais une corruption qui n'a plus rien de littéraire, car désormais attachée à l'épée de Damoclès nucléaire et plus encore à l'œuvre avec la corruption écologique ourdie par la plupart des décideurs de la planète, ignorée des foules, transformant chaque jour la Terre en espace de moins en moins propre à accueillir la vie. Comment est-ce que vous allez? On a l'impression que vous êtes traversé de pensées sombres ces temps-ci. Non, moi je suis très joyeux. Je sais faire la différence entre la température intérieure et celle du monde, hein. Alors les deux sont chaudes, mais pas du tout au même sens. Et en même temps, vous parlez du diable même dans cet ouvrage, diable qui, dites-vous, n'a jamais dû autant jubiler qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? Alors si jamais il existait, oui, effectivement, selon la chanson de Brel, il jubilerait terriblement. Et bien parce que là, on est à un moment donné où effectivement les mots traditionnels de l'humanité connaissent une espèce d'acmé. Alors, si vous voulez, les aspects politiques, on entend maintenant à nouveau, pas simplement des bruits de bottes, mais prenez par exemple l'élection en Thuringe, où on a l'AfD qui a fait un peu plus de 30%, 33% je crois, et là... AfD, parti d'extrême droite qui pour la première Alors, fois est arrivé le en grand tête. parti d'extrême droite d'Allemagne fédérale, et alors qui, quant à lui, si vous voulez, il met même pas les formes, hein, c'est-à-dire il revendique vraiment le passé nazi, c'est le cas de ses leaders. Donc ça fait un petit peu froid dans le dos. On a des dictatures qui se renforcent, qui s'affirment partout, et effectivement, alors là, on a un enjeu qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. C'est pas la planète en elle-même, si vous voulez, qui est attaquée aujourd'hui. C'est l'habitabilité de la planète, c'est-à-dire sa capacité à accueillir la vie, au-delà de la vie humaine, mais évidemment aussi la vie humaine. Alors les choses sont très précises et très, très concrètes, hein. Ça vous intéresse, on peut le faire très rapidement, hein. Pourquoi tenter de comprendre tous ces éléments que vous décrivez là avec une notion traditionnelle dans l'histoire de la philosophie, en tout cas dans la philosophie occidentale, celle du mal? Eh bien, tout simplement parce que c'est la catégorie qui m'a paru la plus adéquate à traduire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que si vous voulez, la notion de mal, elle est vraiment liée à nos capacités de détruire. En fait, la première partie du livre prend ses distances par rapport justement à l'idée occidentale de mal, c'est-à-dire la possibilité qu'on aurait en tout temps, en tout lieu, de pouvoir juger de tout individu, de toute action en termes moraux de bien et de mal. Ça, je montre, ça ne marche pas, hein, et que ça renvoie précisément à un surplomb divin que je ne cesserai de critiquer, hein, dans la suite du livre. En revanche, il y a une approche beaucoup plus objective. Il n'y a aucune société qui ne reconnaisse pas la notion de crime. Et en fait, du crime interindividuel à la guerre, c'est une espèce d'extension, hein. La guerre, c'est une licence au meurtre. Et en général, quand la guerre s'empare d'une société, le niveau de violence générale finit par augmenter. Ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est très clair, hein. La Douma a voté une loi selon laquelle, si vous êtes un serial killer, et puis si vous allez vous racheter sur le front en tuant des Ukrainiens, eh bien, vous pouvez revenir, si vous êtes encore vivant, revenir en Russie en étant en quelque sorte sauvé, hein. C'est une espèce de rédemption. On vous a pardonné toutes vos fautes. Et alors, évidemment, quand vous revenez, vous tuez femmes et enfants. Ça va avec, quoi. Et ça vous fait rire et sourire. Ça me fait rire. Si vous voulez, la Russie d'aujourd'hui, c'est une telle caricature qu'il est difficile de ne pas en rire. Et je voudrais vous faire entendre la voix d'Elena Parten. Elle explique ce qu'est le mal dans une vision kantienne du monde.
Le mal radical chez Kant est pris dans une conception purement morale. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut dire, c'est que la discussion sur le mal se déprend chez Kant d'un lien à l'intellect et à la connaissance. La manière dont Kant aborde le mal, c'est une manière anti-intellectualiste. Vous savez que dans la tradition, la maxime socratique "nul n'est méchant volontairement" a joué un grand rôle, c'est-à-dire qu'on a souvent expliqué le mal en le rabattant sur l'erreur et donc par une confusion entre le bien apparent et le bien réel. En réalité, tout le monde veut faire le bien, mais parce qu'on confond les deux, on en arrive à faire le mal qui est donc imputable à l'intellect, au raisonnement, comme si c'était une erreur de calcul ou une erreur de raisonnement, et non pas à la volonté. Kant, sur ce point, connaît l'influence rousseauiste qui affranchit la volonté morale de l'intellect, de la sphère intellectuelle. Un extrait de l'émission Avec Philosophie diffusée sur France Culture en janvier 2023. Dominique Bourg, dans quelle tradition vous-même vous vous inscrivez? Est-ce qu'elle est plutôt kantienne ou socratique? Ni l'une ni l'autre, si vous voulez. Déjà, là, on a une approche avec le jugement moral et on a une idée du jugement moral avec effectivement une espèce de disjonction entre la volonté et la raison, ce qui est vraiment un héritage du christianisme. Mhm. Il y a des racines grecques, mais là, il y a une racine chrétienne qui est très très claire. Or, moi justement, je mets cette approche des choses de côté en prétendant pouvoir défendre une approche plus objective, alors qui est passée par les sciences humaines, par les sciences sociales, qui est passée par l'anthropologie et qui repose sur cette notion de crime, c'est-à-dire d'altération, dans un premier temps, de la vie d'autrui. Ça peut être une altération morale, ça peut être une altération physique qui peut aller jusqu'au meurtre. Et puis justement, j'essaie de montrer, si vous voulez, que eh bien, cette altération, elle peut être beaucoup plus large, elle peut en passer par la guerre. Alors la guerre, on va viser la destruction d'une autre entité politique, mais en fait, aujourd'hui, que ce soit avec la bombe thermonucléaire ou que ce soit avec le consumérisme, là, c'est une guerre au vivant, en général, que les entreprises, une chose qui était complètement idée qui était totalement étrangère, aussi bien à Kant qu'à Rousseau, si vous voulez. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre la question traditionnelle, hein, et en même temps de montrer qu'elle permettait aussi d'éclairer la période contemporaine. Alors ensuite, autre grande différence, si vous voulez, c'est pas, là l'idée est pas du tout celle, par exemple, qu'on a avec le mensonge, hein, d'aller à l'encontre de la loi morale. Là, on a quelque chose qui va dépasser les individus, qui va dépasser la volonté. C'est par exemple ce que j'essaie de montrer en reprenant la figure de la banalité du mal avec Hannah Cher Arendt. Hannah Alors, Arendt. chez Hannah Arendt, il y a deux choses. À la fois, effectivement, si vous voulez, ce que font les nazis, eh bien, ce sont les mêmes trains, ce sont les mêmes fonctionnaires, ce sont les mêmes gestes, etc. Hein, le geste du conducteur de locomotive, s'il va distribuer des marchandises ou si il amène des suppliciés dans un camp de concentration, les gestes sont les mêmes. Et là, on a toute l'histoire de l'administration, etc. Et beaucoup plus profondément que ça, on va reprendre après avec la question avec la relation du savoir avec le mal. Si vous voulez, comment dire, la validation ultime du savoir humain, ça a quand même été la bombe thermonucléaire. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc, d'un côté, on ne va pas dénier en quelque sorte la responsabilité individuelle, le fait effectivement qu'il peut y avoir des fautes morales, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est à la fois peut-être lié à une certaine expression de la condition humaine telle qu'elle s'est affermie, c'est un peu la thèse que je développe, au moment du néolithique. C'est ce que j'allais dire, l'intérêt peut-être premier de votre ouvrage, en tout cas l'un des intérêts fondamentaux, c'est que vous faites l'histoire de ce mal et il y a un point de départ très clair, c'est le néolithique. Je vous cite l'hypothèse que nous chercherons à défendre, est celle d'une bifurcation de l'aventure humaine à partir du néolithique associée à un tropisme marqué vers la violence et la destructivité afférente au mal. Fin de citation. Quelle est cette bifurcation alors? Alors la bifurcation, on peut l'exprimer de façon très très claire. Elle renvoie à trois types de domination. Domination de la nature, domination d'un genre par l'autre, domination des pauvres
par les riches. Commençons par la première, Alors, la nature. justement, elle est très importante parce qu'elle est très différente en un certain sens des deux autres. Bien sûr, elle est connexe aussi. Elle est différente en ce sens que, si vous voulez, les deux autres étaient sans doute là avant le néolithique. Le néolithique leur a donné une forme plus affirmée, plus tranchée, avec des dégâts effectivement beaucoup plus importants. En revanche, avant le néolithique, l'idée d'une domination par les hommes de la nature n'a absolument aucun sens. Or, elle va apparaître très clairement avec l'agriculture, de façon très... Alors, on va pas non plus archi-simplifier, je ne suis pas en train de dire que tous les agriculteurs sont des criminels, mais en tout cas, il y a l'idée avec l'agriculture de prendre à revers le fonctionnement de la nature. Le fonctionnement de la nature, il est écosystémique. Comment dire, dans un écosystème, les plantes peuvent s'épanouir tout simplement parce qu'elles se rendent en quelque sorte des services les unes aux autres. Par exemple, certaines vont, avec leurs nodules entre leurs racines, capter l'azote pour les autres. Certaines vont attirer le prédateur du prédateur d'une autre plante, etc. Et en revanche, avec, si vous voulez, l'idée d'agriculture telle qu'elle s'est petit à petit imposée, c'est une histoire de siècle, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on a l'idée de plier la nature à un mode de production qui nous est conforme, qui est beaucoup plus simple. Et en fait, on va décider d'allouer une surface, alors qui deviendra de plus en plus grande dans l'histoire, d'une surface à une seule espèce. Donc, de produire dans la nature d'une façon totalement contraire à la façon dont la nature produit ce qu'on appelle la production primaire, les fruits de la photosynthèse. Donc là, et puis alors on va trouver dans la tradition, alors on peut avoir ça avec, alors Jacques Cauvin autrefois avait fait le lien entre la naissance de l'agriculture et puis, si vous voulez, la sortie du paradis dans la Genèse. Il voyait dans l'avènement de l'agriculture et dans cette sortie du paradis une façon d'avoir exprimé, d'avoir transformé, d'avoir métabolisé le traumatisme qu'a été pour les sociétés, au bout du compte, l'avènement de l'agriculture. Et un anthropologue et politiste d'ailleurs comme James Scott a maintenant disparu malheureusement, avait montré ça. Et je reprends un mythe andin emprunté à Xavier Ricard Lanata, où il raconte cette histoire assez belle où on a un jeune paysan qui à un moment un soir comme ça surprend des étoiles dans leur bain de nuit. Il tombe amoureux d'une de ces étoiles et pour se la garder, en fait il va la violer, pour se la garder, il planque son habit de nuit et en fait un jour elle va se rendre compte, si vous voulez, de la cachette, mais elle est quand même très sympa. Elle va lui léguer, et à ses enfants, elle va léguer la culture de la quinoa. Donc la culture de la quinoa, c'est le produit d'un viol. Je me permets d'enjamber la deuxième domination qui surgit, ou du moins qui s'accélère au moment du néolithique. Je veux parler de la domination de genre. Pourquoi elle est fondamentale, à votre avis, pour comprendre les sources, les racines du mal contemporain ? Tout simplement parce que la domination de genre, c'est une espèce d'exaltation de la force, de la puissance, c'est une exaltation de la hiérarchie, et c'est une exaltation de toutes les valeurs qui vont s'exprimer et dans la domination de la nature, et dans la guerre, et dans la soumission d'autrui. Donc la soumission des femmes, d'une certaine manière, eh bien, est l'expression d'une violence brute et qui va diffuser dans toute la société. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, si vous voulez, les sociétés très récalcitrantes à tout changement sont toutes, et très guerrières, et très autoritaires, sont toutes virilistes et masculinistes. On va faire un bond dans l'histoire, on va se projeter désormais dans le XVIIIe siècle. Je voudrais vous faire entendre un texte, un poème sur le désastre de Lisbonne. Il est signé Voltaire. Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, philosophe trompé qui criait « Tout est bien », accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés. 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours dans l'horreur des tourments leur lamentable jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessitent le choix ? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants, sur le sein maternel écrasé et sanglant ? Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongée dans les délices ?
Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Et merci à Bertille Bourdon de cette lecture. Dévastation, la question du mal aujourd'hui, c'est l'ouvrage que vous faites paraître, Dominique Bourg, aux presses universitaires de France. Et l'on vient d'entendre ce poème sur le désastre de Lisbonne. C'est la description de ce tremblement de terre qui bouleverse la capitale du Portugal en 1755, qui suscite la mort, le décès de plus de 50 000 personnes. Alors les chiffres varient selon les historiens, mais qu'est-ce que cet événement-là, qu'est-ce que ce désastre raconte, là encore, sur notre rapport au mal contemporain? Alors, mal contemporain, c'est difficile. Là, la lecture, très belle d'ailleurs par ailleurs, de Voltaire, il se saisit de cette affaire pour aller à l'encontre de l'idée d'une providence. Et par l'accumulation du nombre de morts, ça c'est très important, il montre l'absurdité de cette lecture en termes de providence, cette lecture de l'histoire en termes de providence. Mais on ne l'a pas attendu lui. Hein, si on va trouver d'autres choses, d'autres textes assez extraordinaires sur ce sujet-là. Mais on ne peut pas ne pas penser à la réplique de Rousseau. Hein. C'est pas la providence qui a amené les gens à revenir, c'est pas la providence qui nous a amené à construire des immeubles de plusieurs étages, etc. C'est pas la providence qui a créé la paille, l'intérêt du gain pour les gens. Ils vont revenir pour aller chercher leurs affaires, etc. Alors qu'on connaissait le système des répliques. Donc, en général, on oppose à cette lecture assez ancienne en termes de providence à la Voltaire, la lecture en termes de risque et en termes de responsabilité humaine par rapport à Rousseau. Puis le marquis de Pombal, qui est le responsable de la ville, justement, et qui va être en but à des jésuites qui sont, comme je le dirais, des ventriloques de la colère divine. Et en fait, c'est eux qui vont l'emporter. Et en fait, jusqu'au tremblement de terre, je crois, de 2004 en Thaïlande, et bien jusque-là, on n'était pas revenu à cette figure littéraire qui était celle de Voltaire. Or, elle revient aujourd'hui. Elle revient aujourd'hui parce que, et en fait, précisément parce que, si vous voulez, il y a un tel retour de la destructivité que ça repose indirectement, effectivement, cette question du mal, qu'on ne peut plus simplement y répondre par l'affirmation de la responsabilité humaine, même s'il est engagé dans l'affaire. Je vous ai demandé, Dominique Bourg, au début de notre entretien, si la notion même de mal, la notion philosophique du mal était opérante pour comprendre le monde dans lequel on se trouvait, notamment parce que, pour moi, mais je me trompe peut-être, le siècle du mal, c'est sans doute le XXe siècle, avec 2 guerres mondiales, avec la Shoah, évidemment. On se dit que le mal, son incarnation la plus pure, s'est déroulée à ce moment-là. Et pourtant, il vous semble qu'elle est opérante encore aujourd'hui, cette notion? Oui, alors d'une part, effectivement, les leçons qu'on peut tirer de l'épisode des totalitarismes, elles sont toujours valables. Je dirais même qu'elles redeviennent extrêmement valables aujourd'hui. Hein. On a une réaffirmation d'un désir d'autorité et on le voit avec la question de l'immigration, on a une réaffirmation du déni de l'universalité de la règle d'or. Hein. Pour moi, si vous voulez, on ne peut pas parler d'origine du mal, c'est impossible, on s'y perd, mais en revanche, il y a bien des mécanismes par lesquels l'affirmation du mal passe. Et les 2 mécanismes fondamentaux, l'un, c'est le déni de l'universalité de la règle d'or. Donc, alors, avec les nazis, on a une espèce d'épure, puisqu'on a l'idée d'une hiérarchie des races avec la race nordique, la race aryenne, qui est la seule... Pour les nazis, si vous voulez, on doit affirmer cette race contre les autres. Hein, par exemple, à la veille de l'invasion de la Pologne, Hitler lui-même demande à ses soldats de ne pas hésiter à tuer les femmes et les enfants. Mais alors justement, on pourrait se dire l'expression de ce racisme-là, de ce racisme le plus pur, aujourd'hui est bien plus mineur, qu'on ne compare pas, on comparait difficilement, en tout cas, Hitler à Poutine. Non, on ne compare pas Hitler à Poutine, mais dans un cas comme dans l'autre, il y a la même indifférence au sort d'autrui. Et pour Poutine, de tuer des dizaines de milliers de personnes, de détruire des villes, de contraindre les gens à se passer d'électricité et donc de chauffage l'hiver, ça ne lui pose aucun problème. Et apparemment, ça n'en pose pas aux 150 millions de Russes. Mais des autocrates fous, ça a toujours existé, on pourrait vous rétorquer. Oui, mais évidemment, les autocrates fous ont toujours existé. Cela dit, maintenant, Poutine, à la différence d'Hitler à l'époque, il est détenteur de 6000 ogives nucléaires.
Ce qui fait que ce qui a été fait avec Hitler ne peut en aucun cas être fait avec Poutine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir comme ambition, si vous voulez, de détruire la Russie, d'aller jusqu'à Moscou. C'est bien le problème, et c'est une des raisons pour lesquelles on réagit de façon aussi molle. Vous vous en prenez également, Dominique Bourg, dans cet ouvrage, non pas à la science, mais à l'usage qui est fait de la science aujourd'hui. Je vous cite: de la métallurgie néolithique aux bombes atomiques puis thermonucléaires, nos avancées cognitives semblent en effet avoir quasi systématiquement donné lieu à des retombées militaires, à la poursuite d'une destructivité toujours plus intense. La physique, la science par excellence, illustre à merveille ce tropisme funeste. Sa réussite la plus saillante nous a pas reconduit à l'Éden, en dépit des promesses déclamées au seuil de la modernité, mais aux portes de l'enfer, tracées par la menace d'apocalypse nucléaire. Fin de citation. Alors, les usages de la science sont en cause aujourd'hui? Alors, de façon très claire, si vous voulez. Ce qui est très étonnant, et là je repars d'un très beau texte de Michel Serres, hein, sur la thanatocratie, c'est la relation du savoir à la violence. Et en fait, il en va, si vous voulez, une espèce de sommet de l'expression de l'esprit humain, qui est la science physique, eh bien finalement ne nous a effectivement pas conduit à un retour à l'Éden, mais en fait d'un côté elle nous place sous l'épée de Damoclès de la guerre thermonucléaire. Le problème est toujours là, et d'ailleurs l'autobétisation des armes rend une dérive beaucoup plus probable qu'elle ne l'était il y a quelques décennies, et ça c'est la version militaire, mais vous avez la version civile. C'est-à-dire le consumérisme détruit l'habitabilité de la planète. Et ça, sans la physique, ça ne serait pas possible. Dans sa fameuse conférence donnée devant le CERN, Grothendieck, au seuil des années 70... Alexandre Grothendieck, le mathématicien. Oui, le grand français. mathématicien, médaille Fields. C'est dans cette conférence, effectivement, où il appelait les chercheurs à arrêter de faire de la recherche. Ce n'est pas du tout ce que je propose, c'est ce que je demande. Mais il constatait les choses suivantes. Si la science moderne s'était arrêtée en 1900, nous n'aurions ni la destruction à la petite semaine de l'habitabilité de la Terre, ni l'épée de Damoclès nucléaire. On n'aurait pas non plus beaucoup de progrès, mais ne serait-ce qu'en matière de santé. Mais bien sûr, bien sûr. Tout le problème, c'est l'ambivalence. Mais en fait, le plus saillant n'est pas ça. C'est le négatif. Et donc, effectivement, si vous voulez, le dérèglement climatique aujourd'hui, eh bien, il va créer un nombre de morts extrêmement important, et puis surtout, il va rendre inhabitables des surfaces extrêmement importantes. Hein, si vous regardez simplement la distribution de l'habitation de la Terre, hein, vous avez en gros les zones tempérées, vous allez de 11 à 20 degrés, vous avez les zones tropicales de 21 à 30. Dans les zones tempérées, c'est les zones les plus chaudes, c'est-à-dire en termes de température moyenne annuelle territoriale, qui recueillent le plus d'habitants, et ça n'a pas changé depuis l'avènement des sociétés historiques. Et puis, du côté des zones tropicales, c'est jusqu'à 26 degrés que vous avez en moyenne territoriale. Hein. Je vous rappelle que cet été, l'Espagne était à 25. C'est là que vous avez la densité la plus importante, mais à partir de 27, ça chute. Et même par endroits à 29, il n'y a plus d'habitat humain possible. Or, tout va se décaler. Et si je rajoute la chaleur humide, c'est pire que ça. C'est des zones gigantesques qui vont devenir soit très difficilement vivables, et pas simplement pour les êtres humains, soit même, en tout cas pour les humains, totalement invivables. Dominique Bourg, une question pour terminer notre discussion. Vaste question, je dois bien le dire. Comment sortir donc du mal? Alors, c'est vaste, hein? Oui. Alors, effectivement, c'est vaste. Là, moi, j'ai une réponse à double détente. C'est-à-dire que là, nous sommes au seuil de la première décennie noire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'an dernier, 2023, on était à 2 pouillèmes et 2 centièmes d'une moyenne d'un 5 sur l'année. Là, on sera probablement vers un 6, parce que c'est le cas pour les 12 derniers mois qui précèdent. C'est le cas déjà depuis plusieurs mois. Et donc... si vous voulez, en plus, vu l'inertie des sociétés, on ira probablement à 2 degrés. Oui, je vais très vite. Donc, les dégradations très hautes de l'habitabilité de la Terre, elles sont là. Elles se développent. On ne pourra pas faire elles sont qu'elles ne se développent irréversibles. pas. Jusqu'à un certain point, elles sont irréversibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. On peut s'arrêter à un seuil, par exemple, de 2 degrés. Ça, c'est encore possible. Mais en revanche, justement, le délitement de ces sociétés-là, à mes yeux, ouvre la possibilité de sociétés différentes. On rejouerait différemment ces 3 formes de domination dont j'ai parlé. Et si je prends par exemple l'agroécologie, c'est déjà une forme de production alimentaire
alternative, mais elle ne se développe pas. La dévastation, la question du mal aujourd'hui, un ouvrage riche, passionnant, on l'a compris, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci Dominique Bourg d'être venu ce soir dans Question du soir. Merci à vous. Et merci également à toute l'équipe qui fait vivre, qui pense cette émission avec moi. Il s'appelle Fanny Richeux, Bertie Bourdon, Stéphanie Villeneuve, Florian Le Calvez, Mathias Mégy, Roxane Poulain, à la réalisation François Richer et aux manettes ce soir, Marie-Claire Oumabadi. Et je précise, comme on a parlé de droitisation en première partie de cette émission, que Sylvain Bourmeau recevra à 20h Michel Fer pour parler de l'imaginaire des électeurs du Rassemblement national.